Alors j'arrive, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours avant de devenir humoriste? Alors, mon parcours, oulala. J'ai la chance d'être né dans un tout petit village, dans l'ouest de la France, qui s'appelle, voilà, peu d'importance parce que personne ne connaît, il y a 500 habitants, avec 480 personnes de plus de 60 ans. Donc, j'imagine que ça venait de disparaître très vite. Et en fait, toute ma famille est dans le vin, ils sont viticulteurs. Donc moi, j'aurais dû être viticulteur, mais depuis que je suis tout petit, je rêvais à d'autres choses. Je dansais, je chantais, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et puis voilà, j'ai fait des études, après j'ai travaillé, j'ai très vite toujours eu le théâtre au cœur de ma vie. J'ai travaillé dans des lycées professionnels, je m'occupais des élèves en très grande difficulté, des élèves qui avaient 20 ans, qui étaient en quatrième. Donc voilà, ils étaient vraiment en difficulté, hein, ils avaient beaucoup de mal. Le public n'était pas encore arrivé, donc je me laisse parler. Et de ça, j'ai beaucoup utilisé le théâtre en fait pour leur donner l'envie d'apprendre le français, d'écrire, etc. etc. Et un jour, j'entends parler d'une audition à Paris, et moi j'en avais marre d'être dans mon patelin, et j'ai passé cette audition en me disant de toute façon, j'ai été pris. Et là j'arrive à Paris, et là c'est un Indien dans la ville. Parce que j'arrive à Paris et je me rends compte qu'il y a des Noirs, des Blacks, des Asiatiques, des gays, des gens qui s'habillent chelou. Et là, c'est vraiment une claque. Et pourtant, j'ai 21 ans et je suis là, je fais ah ouais. Ça vous a fait ça, vous aussi? Non, jamais? Vous avez déjà eu cette sensation de te dire oh, les gens, j'étais là, moi je disais bonjour à tout le monde, on avait bonjour. Et je me disais putain, les gens ils répondent pas, tu vois. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des rencontres de metteurs en scène. Et puis un jour, je fais un casting pour jouer dans le film de Didier Bourdon, Bambou. Un film d'une journée, je fais l'essai. Et à la fin, Didier Bourdon me dit écoute, tu corresponds pas du tout à ce qu'on cherche. Donc là, moi, je me dis super, je suis nul. J'arrive pas à dire juste une phrase qui était style tu veux un peu d'eau? Voilà. Et là, il me dit non, ça ne le fera pas. Donc je me dis bon. Et il revient 5 minutes après avec un scénario en me disant lis cette scène. Je lis cette scène et il me dit tu vas jouer mon meilleur ami dans mon film. Et je me retrouve avec 20 jours de tournage, second rôle. Et puis pendant le tournage, je n'arrêtais pas de me dire tu sais que t'es drôle. En parallèle, moi je faisais de la danse hip-hop et je jouais dans des pièces plutôt sur la mythologie grecque, des choses comme ça. Et puis il me dit tu devrais faire de l'humour. Et c'est resté dans ma tête. Puis un jour j'ai écrit le sketch des Majorettes. Je le joue. Roson me voit, me propose d'aller à Montréal, le jouer. Juste 5 minutes, hein. C'est-à-dire que le mec il me paye un billet d'avion pour 5 minutes. Hein. Et quand je reviens, je me dis c'est ça que je veux faire. Et cette semaine-là, j'ai un rendez-vous à Pôle emploi. Et il me dit écoutez, il y a une formation de boucher, on manque de boucher en France. Et moi, je lui dis mais c'est super, c'est génial, sur le ton de l'humour. Et il me dit bah écoutez, je vous bloque un rendez-vous. Et je lui dis non, mais je suis comédien. Enfin, si vous voulez que je fasse, je prenne des poulets, je t'ai fait parler dans les tables, tu vois. Et en fait, il me dit cette phrase on est amené à faire 7 métiers dans notre vie, donc il ne faut pas chipoter. Et quand je rentre à la maison, j'écris sur un papier plein de métiers que j'aurais aimé faire, donc les trucs qu'on a tous voulu faire, c'est Médecins sans frontières, tout ça. Et puis après, je me dis, tiens, s'il y a des métiers que je ne me serais pas vu faire, et je les note, et j'appelle les gens en disant, voilà, je suis comédien, je voudrais venir passer 2-3 jours avec vous. Et naturellement, en testant les métiers, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de situations. Je suis arrivé à Rungis 3h du matin, déjà mon boucher est sénégalais, donc déjà, première vanne. Tu arrives dans un milieu, quand même, il n'y a que des blancs, et moi j'ai le seul qui fait, alors on va aller voir les perdrix. L'autre, tu fais d'accord, c'est une blague. Et là, il me dit tu vas porter un agneau de 9 kg sur ton dos. Et moi, j'explose en larmes. Parce que là, je me dis mais c'est pas violent. Il ouvre un frigo et je vois que des corps de vaches morts. Et j'ai l'impression d'être à Auschwitz. Tu vois, je me dis ok, c'est dramatique. Et du coup, plein de situations naissent comme ça. Et je me dis bah, c'est de ça dont j'ai envie de parler dans le spectacle. Parce qu'aussi, en testant tous ces métiers, je ferai plus court hein, sur les autres questions. Hein. C'est le mec, en fait, il est parti pour 2 heures. Et en fait, c'est en faisant tous ces métiers que à chaque fois, ça a déconstruit des clichés. Parce que moi, pour moi, les bouchers, c'était des gens qui n'avaient pas de culture, c'était des gens tu vois, qui étaient un peu des bourrins, qui n'avaient pas de finesse. Et en fait, j'ai rencontré des gens formidables, cultivés, avec au contraire vachement de finesse, l'envie de plaire à la clientèle, de trouver les meilleurs morceaux de viande, etc. Avec les prêtres, la même chose. Caissier, où j'étais persuadé de m'éclater et de faire rire les gens à la caisse. Je me suis jamais autant fait insulter de ma vie. Parce qu'on me disait, mais non, j'ai juste pas le temps. Parce que moi je donnais des conseils recettes, tu vois. Quand je voyais la dame arriver et qu'elle prenait que du gras, je disais, vous savez, faire attention et tout. Mais tu vois, et à chaque fois je me suis dit, en fait, les clichés, ils sont détruits. Souvent, donc j'ai eu envie dans le spectacle de faire ça, de dire, bah tiens, c'est ça que je vais raconter. Parce que souvent les gens, quand ils me voient,
ils se disent ah putain il est extravagant, il est féminin, etc. Ça peut être un gros PD. J'avais aussi envie de montrer autre chose. Alors oui, je suis gay, mais c'est une sexualité, ça se passe entre quatre murs et ça me... Tu vois, ça ne concerne que moi, mais j'ai aussi une sensibilité et j'ai rencontré des gens qui sont différents et des gens qui m'ont apporté plein de choses. Et moi je crois aujourd'hui que le défi qu'on a tous, c'est d'aller vers les gens qui nous semblent les plus opposés à nous. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on se ressemble? Tu vois, c'est dingue. Et moi je le vois avec le spectacle, les gens ils sortent en me disant, je me suis reconnu à un moment donné, mais et oui, parce qu'on est tous fondamentalement les mêmes. On a tous eu des galères, on a tous eu des moments de bonheur, et je trouve ça con de pas se le dire. On passe notre temps à voir ce qui ne fonctionne pas entre nous, alors qu'il y a quand même plein de choses qui fonctionnent. Donc nous, on a cette obligation-là, en tant que témoin, de le défendre, ça, de dire, mais non, il y a plein de choses qui fonctionnent. Voilà. C'était la réponse. Il n'y a plus de questions, c'est que je réponds à toutes les questions. Non. Eh bien, merci. Une question plus courte. Qu'est-ce qui t'inspire quotidiennement? Alors, ce qui m'inspire quotidiennement, il y a deux choses. Les enfants. Je trouve que le regard des enfants, tu sais, des fois tu marches dans la rue et tu as un enfant qui bloque sur un truc. Et j'adore faire, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il a vu? Parce que eux, ils ont encore cette naïveté-là, ils n'ont pas le regard de l'adulte et du coup, moi j'adore, ils me font bien. Et puis ce qui m'inspire, c'est ma réaction, parce que des fois je me dis, tu as encore eu une réaction qui n'est pas adaptée dans l'endroit où tu es. Tu vois, c'est... Quand j'ai peur, je crie, quand je suis content, je crie, quand je suis malheureux... Enfin, j'ai pas peur de mes émotions. Et ça surprend tout le temps les gens. Dire que moi, je peux, dans la rue, intervenir auprès de quelqu'un qui est en train de mal parler à son enfant, pour lui dire, excusez-moi, mais je pense que... J'ai toujours peur, tu vois, que les gens soient injustes ou entre eux et tout. Donc ça m'inspire le quotidien, la bêtise humaine, ça me fait rire au quotidien et ça m'énerve profondément aussi. Ouais. C'était cool là, t'as vu? Ouais. Alors, l'avenir, on a parlé du passé, et l'avenir c'est quoi? C'est la tournée et après? Alors, l'avenir c'est l'européen déjà pour moi. C'est ça qui est mythique pour moi. D'accord. En plus, ce qui est bien dans l'européen, c'est que comme c'est un 3/4 de salle, ce qui va être génial, c'est que je vais avoir les gens encore plus proches de moi. Oui. Donc ça va être top. L'avenir après, c'est de tourner en province et c'est d'aller pas forcément que dans des grosses salles, mais aussi dans des lieux où le spectacle n'a pas forcément lieu d'être. Moi, je veux rencontrer les gens. Je veux rencontrer le mec qui vient soit parce qu'il m'a vu à la télé, soit parce que pour lui je suis une curiosité, soit parce qu'il se dit oh, ça va être un truc chelou. Mais je veux rencontrer les gens. J'ai pas peur que les gens me disent écoutez moi, votre spectacle. Parce que c'est bien aussi qu'on se le dise, mais c'est bien d'être curieux, d'avoir cette démarche de se dire bah, je vais découvrir quelque chose. Et c'est vraiment ce que je veux défendre, c'est la découverte. Je demande pas qu'on adhère, mais qu'on vienne découvrir, qu'on soit curieux, qu'on n'ait pas peur. L'avenir, c'est d'écrire un deuxième. J'aimerais beaucoup écrire Jarry à l'étranger. C'est-à-dire que j'ai la chance, j'ai cette passion d'aimer voyager, d'avoir fait plein de pays différents, que ce soit l'Asie, l'Amérique latine, le Maghreb, l'Afrique noire. Et évidemment, quand j'arrive dans ces pays-là, j'arrive avec mes codes et c'est très très drôle. Enfin, moi au Maroc, j'arrive et je vois que tous les mecs se tiennent la main dans la rue. Voilà, je me dis, ok, paradis. Sauf que bon, voilà. Après, c'est pas pour les bonnes raisons. Mais voilà, c'est plein de choses comme ça. C'est d'arriver en Asie, d'être ému parce que voilà, les gens ils font des offres, enfin plein de choses, d'être au Pérou, de se faire cracher dessus par un lama et de trouver ça joli, d'être au Machu Picchu et de voir des gens qui font 1m30 et de dire mais attends, c'est génial quoi. Ils feront jamais 1m40. Et t'as l'impression d'être dans un village d'enfants et c'est super, tu vois, plein de choses. J'ai envie de parler de ça. Et puis aussi pour donner envie aux gens de voyager encore une fois, de ne pas avoir peur d'aller à l'étranger. Le nombre de gens qui me disent ah mais tu sais, moi j'aime bien mon pays et tout. Putain, mais c'est pas si différent que ça à côté quoi. Tu retrouves des valeurs communes aussi dans le voyage. Donc j'ai envie de défendre ça. Parce que ma mère elle est là, elle me dit non, je veux pas aller en Espagne, c'est tellement différent de la France. Je dis voilà. Je crois que les voitures elles sont. Et voilà, et donc je me bats parce que je crois que on apprend aussi à se connaître en se retrouvant dans des choses étrangères à nous. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes une femme seule et vous sortez tout le temps. Combien de femmes seules ne le font pas? Combien de femmes disent bah non, c'est pathétique, c'est triste, mais pas du tout. Pas du tout, non.
putain, tu peux kiffer en étant seul, en regardant un truc, quoi. Quand tu vas au cinéma, t'es pas tout le temps sur ton ami en train de dire, t'as vu, c'est bien, hein. Ah, non. Exactement. Et ça, mais oui, mais ça, il faut le dire, et ça, il faut le défendre aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'interdire voilà, d'être profondément ce qu'on est et de le vivre à fond. Voilà, et ça, il faut le dire que ça fonctionne. Ouais. Je pense que j'ai un peu deux questions en une. Ok, attention. Attention. Quand on va voir le spectacle, je pense qu'on ne s'attend pas à avoir autant d'improvisation. Je pensais que c'était plus un spectacle avec des sketchs, il y a quand même énormément, enfin il y a une grande place à l'interaction avec la salle et l'improvisation. Du coup, la première question c'est, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà mal pris ou mal réagi des remarques qui ont été faites dans la salle, qui ont été vraiment très mal à l'aise? Et la deuxième question c'est, comment on fait quand dans le spectacle ça ne prend pas du tout Alors, super question. C'est la première fois qu'on me pose une question comme ça. Ouais. Premièrement, il y a très peu d'impro. Tout est calibré. Même les moments qui semblent être de l'improvisation ne sont pas réellement de l'improvisation. Il y en a, le seul moment d'improvisation, c'est mes réponses quand les gens me parlent, sont en interaction. Les gens que je choisis dans la salle, j'ai la chance de pouvoir sentir très rapidement, quand je regarde les gens dans les yeux, si avec eux ou pas, je peux aller sur les terrains. Ce qui fait que quand je passe dans la rangée, des fois je saute des gens parce que je sens qu'ils n'ont pas du tout envie d'être, parce qu'ils sont timides et tout ça, donc moi je respecte ça. Mais je veux aussi que les gens tremblent et se disent oh là là, est-ce qu'il va venir? Parce que je crois que cette insécurité, elle est nécessaire aujourd'hui. Par exemple, le nombre de fois où on va voir un spectacle et puis on dit oh c'est bien. Putain mais non, ça devrait être une aventure et une expérience à chaque fois parce que je trouve d'abord que le spectacle aujourd'hui ça coûte cher, tu vois dans cette économie qu'on a et ce que vous disiez tout à l'heure très justement. Donc moi je crois qu'on ne vient pas pour ne rien vivre. On vient pour vivre des émotions. Alors, effectivement, si c'est un spectacle comique, c'est bien de rigoler, parce que c'est un peu la promesse. Mais j'aime bien aussi, tu vois, aller chercher les gens. En me moquant des blagues, machin. C'est aussi une manière de dire, ouais, bah, je suis gay, je suis le premier à foutre de ma gueule, donc ça va. Et puis parce que je pense que l'interdit, ça nourrit quoi, l'interdit? C'est-à-dire de dire, ah bah non, on peut pas aller sur ce terrain-là. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est parce qu'on dit, c'est l'intention qu'on y met derrière. Tu vois, tu peux te dire, t'es une grosse pute, et tu vois dans mes yeux, c'est bourré d'affection, etc. Tu vois. mais tu vois, et je peux te le dire, et tu fais la différence. Et ben moi, je pense que les gens, en tout cas je l'espère, sentent que mon intention, d'abord parce que moi je suis très ému qu'il y ait des gens qui viennent me voir, je trouve que c'est absolument incroyable. Je n'ai pas inventé un remède, je ne change pas les vies, il y a des gens qui viennent me voir. C'est pour ça que j'aime bien voir les gens à la fin, leur faire des bisous, les embrasser, parce que je me dis tout le temps, mais merci quoi. Donc, souvent je fais très attention. C'est arrivé une fois qu'un mec l'ait très mal pris, mais ce qu'il a mal pris c'était ma sexualité, puisqu'il est sorti en traitant de sale pédé, ce qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je vivais dans l'interactivité. Mais je suis content aussi, tu vois, qu'il s'en aille. Parce que moi je tolère pas, y a 3 choses dans ma vie que je n'accepte pas, c'est l'injustice, le manque de respect, et la bêtise humaine. Donc moi j'ai pas envie d'être associé et d'être ami et tu vois à des gens qui sont contre. Hein. Tu vois, si je vois un mec qui met une patate à sa femme, ça pourra jamais être mon ami. Jamais, c'est pas possible. Donc je suis content d'avoir des gens avec qui je ne m'entends pas, heureusement. Et du coup, c'est arrivé aussi que ça fasse un vrai four jamais. Dans la salle, jamais. Vraiment, une fois où le mec est parti en disant sale pédé et les gens ont fait ouh, je fais, vous laissez de partir. Mais sinon, jamais. Jamais. Et je crois que si ça s'était produit, j'aurais très vite arrêté ça. J'aurais vraiment blindé le spectacle pour pas que ça arrive. Tu viens pas au spectacle pour être mal à l'aise, pour qu'on se foute de ta gueule et tout. C'est trop facile. C'est comme je dis, c'est facile. Je sais plus à qui je disais ça l'autre jour, mais c'est facile de monter sur scène, de taper sur les gens. Hein. De faire alors hier j'ai vu une grosse machin, hein. C'est facile de faire ça. Mais essaie de faire rire en disant des choses, en défendant des choses. Moi c'est le pari que je me donne. Voilà. Donc la seule personne dont je me moque c'est de moi parce que vraiment je trouve que je suis un boulet par moment et que c'est drôle. C'est le mec qui s'en va. Il a hyper mal pris ce que je viens de dire. Le mot boulet était trop pour lui. Alors, ça ma question. Alors, dans ton spectacle, il y a des références à Sailor Moon, à Dragon Ball. Quel est ton rapport avec les dessins animés japonais? J'adore.
Alors moi je suis un ouf de dessin japonais et surtout je suis un fan inconditionnel de ce réalisateur japonais que je suis donc incapable de prononcer le nom, mais qui a fait plein de dessins animés hyper connus, la Juliette, tu m'aides? Oui, celui qui a Yakamazaki, Yamasaki, ça, ouais, tu sais la princesse... Hayao Miyazaki. Voilà, voilà. Moi je suis hystérique. C'est tout ce que j'aime. Vous connaissez? Oui. Le Château Marmont. Ouais, le château ambulant et tout, c'est extraordinaire. Parce que c'est hyper bien fait, c'est des histoires pour des adultes avec toute l'émotion de l'enfance et tout. J'adore. Moi, je regarde ça, je me dis, ok, putain, on a de la chance d'être ensemble. J'adore. Je suis un passionné, je trouve que les Japonais expriment souvent dans leurs films et dans leurs dessins animés les émotions qu'ils n'arrivent pas à exprimer dans leur vie de tous les jours parce que leur visage est un peu figé. Mais je suis toujours étonné à quel point ils arrivent à l'écrire et à le jouer. Tu vois, c'est surprenant. Alors que les Américains qui sont capables de se singer et tout, et ils sont pas aussi forts dans l'émotion. Donc c'est leur mood parce que j'ai passé mon enfance à penser que j'avais des pouvoirs magiques et que je pouvais sauver les animaux que mon père avait envie de tuer à la chasse. Et que je faisais par le pouvoir de Sailor Moon. Bon, ils sont jamais revenus à la vie. Mais j'aimais bien cette idée-là, tu vois. Dragon Ball Z parce que c'est le côté ils volent. On a tous rêvé qu'on volait. Ouais, donc j'adore ça, c'est vraiment ma culture. Et pas les cheveux Zodiac. Eh ben, ça arrivait après moi. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà passé le cap. Je suis né en 77, les Chevaliers du Zodiac, ça doit être pour les gens qui sont nés en 80. D'accord, parce qu'en fait, les cheveux Zodiac, c'est un peu un dessin animé référence pour les beaucoup de mecs. Ah ouais? Mais moi, à l'époque, je l'étais pas. C'est que moi, à l'époque, je l'étais pas. Moi, je l'ai su à 24 ans, je l'ai su très très tard. J'ai eu beaucoup de copines, j'ai connu les femmes jusqu'à 24 ans et je les aimais, je leur faisais l'amour régulièrement. J'ai pas du tout, je suis pas ce gars qui fait moi le corps d'une femme, pas du tout. Au contraire, moi, le corps d'une femme, je dis waouh, je trouve ça magnifique, mais tous les corps de femmes. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Après, je te dis pas que j'irai faire l'amour tous les jours à une femme. Mais bon, pour un tournage, je pourrais le faire. Tu m'appelles là si t'as besoin d'aide. Je pense que... Ah ouais, d'accord. Ça se fait bien partout, cette réunion. J'ai vu que tu étais un grand fan de Buster Keaton. Ouais. Qu'aimes-tu particulièrement chez ce comédien, réalisateur et scénariste? Ce que j'aime chez Buster Keaton, souvent on me dit mais pourquoi pas Charlie Chaplin? Parce que Buster Keaton est celui qui a formé Charlie Chaplin. Ce que j'aime chez Buster Keaton, c'est que tout le monde se moquait de sa différence. C'est-à-dire un mec très très grand, longiligne, où tout le monde disait oh là là, il est moche, il a pas de corps, etc. Et ce mec, il a fait rire des générations, il a créé le mime, il a inventé le rythme de la comédie. Et c'est bizarre parce que le fait qu'il ne pouvait pas parler dans ses films, je trouve que il y a un truc qui me parle au fond de moi, tu vois, le fait de ne pas pouvoir dire, le fait que ça passe par le corps, ça a été tout mon travail au travers de la danse et tout. Et moi, tu me mets un film de Buster Keaton, je rigole comme une connasse pendant 10 minutes. Parce que je trouve qu'on n'a pas fait mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens du jardin, sur les brises de Nice, tous les sketchs physiques, c'est du Buster Keaton. Il l'a fait avant, il l'a dessiné avant. T'aimes bien aussi? Oui, tout à fait. C'est cool ce mec. Puis ce mec, il a vraiment cinéma. souffert. Il a vraiment été toujours considéré comme quelqu'un de différent parce que physiquement, il ne rentrait pas dans les cases. Et voilà, et je me dis, putain, il a fait de cette différence un truc génial. Ça. Là, en fait, il a envie de dormir. Alors. Ok, you want. Let's go. Alors, est-ce que tu aimerais bien refaire du cinéma? Si oui, avec qui? Alors, moi, j'aimerais bien refaire du cinéma. J'aimerais juste qu'on ne me propose pas des rôles de PD tout le temps. C'est-à-dire que je suis capable de faire d'autres choses. J'aimerais beaucoup tourner avec Foresti. J'aimerais beaucoup tourner avec Besson. J'aimerais beaucoup tourner avec des gens un peu moins connus, comme Nicolas. Nicolas. Non, je suis nul en prénom, il faut le savoir. Qui a fait Babysitting. Ah oui, je peux. Ouais. J'aimerais bien aussi être dirigé par une femme sur un truc un peu dur. J'aimerais bien jouer le rôle d'un toxicomane ou
d'un mec violent, d'un psychopathe, et j'aimerais bien être dirigé dans le regard d'une femme, c'est-à-dire que comment il utiliserait ma sensibilité, ma féminité au service d'un truc masculin. Tu vois, ça m'intéresserait. Nicole Garcia. Ben voilà, Nicole Garcia. Mais en plus, moi je suis quelqu'un, je rêve qu'on me dirige, parce que je m'enseigne les gens, j'ai l'habitude moi de diriger sur mon spectacle, j'ai fait la mise en scène. Je rêve qu'un jour on vienne me voir en me disant, bah voilà, moi, voilà ce que je vois chez toi. Tu vois, derrière ce côté, je vois un truc plus dur et j'aimerais bien te mettre devant la cam, ça. J'aimerais bien. Mais en France, on a du mal avec ça. Hein. Ouais, il y a des étiquettes. Voilà, t'es PD, bah, tu vas faire le rôle du comptable de l'entreprise, tu vas faire le mec à l'accueil, tu vas faire un infirmier. C'est dingue, quoi. Je me souviens d'un casting où il y avait une scène torse nu, et au casting, ils me disent, ouais, vous pouvez vous mettre torse nu? Je fais, bah ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et j'ai à peine enlevé mon t-shirt, ils font, c'est bon, merci. Ok, donc, ok, merci, je vais aller mourir. C'était à cause des poils. Merci. Je t'aimais bien jusque-là. La Coluche, elle a réussi avec Joe Rantin. Ouais, mais tu vois, Coluche, c'est là où il est sa force, c'est qu'il a vraiment mis un coup de pied dans le truc. Il y allait aussi de force, Coluche, hein. Il s'est fait prendre pour un rigolo pendant pas mal d'années. Hein. Mais à un moment donné, je pense que quand la notoriété, elle monte, à un moment donné, les cinéastes, ils n'ont plus le choix, tu vois, de se dire... je pense à Michael Youn, tu vois, à un moment donné, il était tellement haut qu'ils se sont dit, ben, on sait que si ce mec il est dans le film, c'est 1 million d'entrées. Donc après, les gens ils pensent même pas en termes de compétences, ils parlent en termes d'entrées, quoi. Et ça, c'est l'économie et c'est malheureux. Alors, du coup, on t'a vu à la télé, dans la mise en scène, au cinéma, sur scène. Le but, c'est de continuer à faire un peu de tout ça, ou il y a vraiment une préférence sur un domaine? Alors, moi, j'ai pas trop de but dans ma vie. Le but, c'est d'être heureux. Faire tout. Pour moi, c'est la même chose. Jouer ou faire jouer les autres, me développer ou développer quelqu'un. Moi, ma question, c'est de me dire, est-ce que ça m'amuse? Est-ce que ça me donne envie de me lever le matin? Et est-ce que je suis profondément heureux? Donc, souvent, je parle dans ces termes-là. Je dis, j'adore jouer, j'adore mettre en scène, j'aimerais bien réaliser, peut-être. Je suis un peu un hyperactif. Hein. J'ai toujours peur d'avoir du temps qui sert à rien, et ça, c'est ma plus grande peur. Et la mise en scène, c'est arrivé à quel moment? Parce que je me suis fait violer à 8 ans. C'est bien, vous avez tous rigolé. Bande de salauds. Ça vous fait rire. C'est arrivé naturellement aussi la mise en scène. En fait, j'ai fait de la danse hip-hop pendant 17 ans et c'est moi qui chorégraphiais. Et en fait, j'arrive à voir chez les gens des choses et je me dis tout le temps, tu sais, c'est comme quand tu vois un gamin de 7 ans qui fait du vélo, qui a des petites roulettes et tu regardes les gens, tu fais, il a 7 ans. Et des fois, je vois des gens, des comédiens, je leur dis, mais tu sais faire plein d'autres choses, pourquoi tu fais pas plein d'autres choses? Et du coup, j'aime bien être celui qui vient humblement dévisser, lui dire, tu vois, tu peux faire du vélo sans roulette. Et puis si tu tombes, eh ben, on a du mercure au fond et puis ça remonte, quoi. Donc j'aime bien ça. J'ai toujours peur que les gens qui sont autour de moi ou qui m'entourent soient à côté de leur vie. J'ai toujours ce souci-là. Moi, je suis une pire des amis. Parce que je peux regarder un de mes amis et lui dire, tu vas pas bien toi en ce moment. Tu vois, j'aime qu'on se dise des vraies choses. Voilà, j'attends ça des gens que j'aime aussi, qui me le disent. J'ai toujours peur qu'on passe à côté de nos vies. On a tous entendu nos parents, nos grands-parents qui disent remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ah, si j'avais su. Tu vois, j'ai tellement peur de me poser ces questions-là à la fin que je veux me dire non. Voilà, t'as toujours fait les choses. Alors c'est un luxe, hein. Mais voilà, on vit qu'une fois. Puisque tu adores découvrir plein de choses et que tu fais un peu de télé, ça ne te dirait pas de participer à une émission comme Koh-Lanta ou Danse avec les stars? Tout le monde veut que je fasse Danse avec les stars. Ça me plairait de faire Danse avec les stars. Koh-Lanta, j'adorerais. Mais j'adorerais. Depuis le début, je dis s'il y a une émission que j'aimerais faire, c'est Koh-Lanta. 1, je vais perdre du poids. 2, je vais être en slip toute la journée. Tu vois. Et 3, je vais être en mode, je suis un fan de plongée.
Donc là, c'est juste les 3 trucs qu'il me faut, quoi. Après, je pense que j'aurais beaucoup de mal dans les relations humaines tellement les gens sont méchants. Mais je fais déjà pas mal de télé, je fais Arthur, je fais bon, Face à la bande ça s'arrête, mais ça a été une belle expérience. Je vais revenir sur un autre projet qui est en cours. Je fais, là je viens de faire Le Maillon Faible avec Julien Courbet. On enregistre Michel Drucker début janvier. Il y a un gros prime qui sort le 25 décembre sur France 2 qui s'appelle Les copains vont d'abord font du ski. Un prime qui a été tourné avec Matt Pokora, Shine, Bruel, etc. où je fais que des conneries avec eux. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent et tout. Mais c'est rigolo. Mais j'adorerais Koh-Lanta, si tu connais des gens qui peuvent me faire Koh-Lanta, je suis preneur. Il faudra demander à Denis Brognard. On peut tweeter quoi. Il y a un tweet de Denis Brognard. Et pourquoi pas Danse avec les stars? Bah j'attends qu'il me propose, c'est pas moi qui veux pas. J'adorerais en plus Fovoto, c'est une amie. Bah, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite avec elle. Donc j'adorerais. Tu pourrais être piston. Tu sais, dans ce métier de piston aujourd'hui, ça se passe sur le bureau, donc ça va pas trop. Ton tour à chaque fois qu'on a répondu. Oui, c'est devant, j'en suis. Tu démontres sur scène une vraie et belle énergie. D'où tires-tu cette présence et cette force? Quels sont tes produits dopants? Voilà, quelque part, est-ce qu'il y a un produit existant qui... Ah, Blue Juice. Ta question me dit. Voilà, c'est la dernière question. On y revient après si tu veux, on fait la madame et après. Non, je vais te répondre. C'est gentil de dire ça. Je vais pas pouvoir répondre pour le moment. Mais je vais te répondre après. merci. Moi, je peux savoir que pensent les 488 personnes du village. Il y en a beaucoup qui sont morts déjà depuis que j'ai ce métier. Ça, c'est très compliqué parce que je viens vraiment d'un tout petit village. Les gens me voient à la télé et ils pensent que je suis riche. Moi, j'avais une famille, on est très pudique. Donc ma mère m'appelle pour me dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait à la télé encore? T'as enlevé ton pantalon, il y a la voisine qui est venue me voir, arrête de me foutre la honte. » C'est plutôt dans ce sens de me dire « Tu connaissais pas la réponse à cette question, vraiment à quoi ça sert d'avoir été à l'école ?» Je pense que les gens ils sont contents. Après, j'ai toujours eu dans mon village un rôle où j'étais vraiment l'enfant très timide du village. Jusqu'à mes 14-15 ans, les gens pensaient que j'étais peut-être autiste parce que j'étais vraiment renfermé et tout. Donc les gens, pour eux, ils m'ont vu commencer à danser sur la place de la mairie parce que c'est là où je m'entraînais sur mon carton. Donc ce que souvent les gens me disent, c'est qu'ils me disent tout le temps « On ne pensait pas que tu y arriverais. » Bizarrement. Alors que c'est dingue. Quand les gens ont commencé à verbaliser ça, devant mon village, en me disant « On ne pensait pas que tu allais réussir », je trouvais ça terrible de dire ça en fait. C'est-à-dire qu'avant même de tenter, les gens ils avaient déjà mis un point à l'histoire alors que... Moi, le petit timide dans la jungle à Paris, c'est ça. Ouais, ça c'est sûr, non, mais même, je pense que les gens ils ont été très très inquiets. Très très inquiets. Pour répondre à ta question juste avant, ma force aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vécu une histoire de vie assez dure. Et c'est ouf, hein. Je pense que quand tu montes sur scène, il y a une espèce de truc. Arrête, tu m'aimes encore plus quand tu fais ça. T'as un espèce de truc sur scène qui fait que j'ai eu la chance et la malchance, mais quand j'avais 21 ans, mon père a été atteint d'une tumeur au cerveau. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Et j'ai eu la chance qu'il meure dans mes bras. Et quand tu vois pour la première fois un corps s'arrêter de respirer, tu te dis que toi, tant que tu peux respirer, tu vas avancer. Voilà. Donc
que je respire. Et je dis aux gens qu'il faut respirer. Mais c'est pas triste, hein. Ça m'émeut parce que tu l'as vu, et du coup ça m'interroge. Mais souvent, voilà, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a l'essentiel en fait. Et l'essentiel, c'est de pouvoir avoir le choix, de pouvoir faire des choix, et ça c'est top. Et mon énergie, elle est là. J'ai l'impression que depuis ce jour-là, j'ai une énergie qui me donne la force de monter sur le plateau et tu vois, d'être à fond.